Il y a cette image vraiment tenace, presque romantique en fait, qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on pense à la création d'une entreprise révolutionnaire. Ouais, le fameux génie visionnaire dans son garage, c'est ça. Exactement. Le mec un peu asocial qui a une illumination foudroyante en Californie. Au fil du temps, la culture populaire a fini par nous convaincre que l'entrepreneuriat, ce serait une sorte de don génétique. Comme s'il y avait une loterie à la naissance, quoi. Voilà. Et que seuls quelques élus, avec un charisme magnétique et une intuition infaillible, pouvaient rafler la mise. C'est une vision hyper intimidante et qui décourage sûrement plein de talents de se lancer. C'est clair. Et pourtant, quand on regarde les données, cette théorie du gène de l'entrepreneur, c'est une fiction complète. L'intuition pure, en fait, ça pèse très peu face à une exécution méthodique. Et c'est justement la mission de notre plongée d'aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'explorer cette méthodologie en 24 étapes forgée au MIT. L'objectif, c'est de montrer que bâtir une entreprise innovante, c'est pas de la magie noire. Non, c'est une discipline, une ingénierie du succès qu'on peut décortiquer étape par étape, loin des mythes de la Silicon Valley. Alors, entrons dans le vif du sujet. Avant même de parler de produits, l'approche s'attaque à l'équipe fondatrice. On parlait du loup solitaire tout à l'heure, et visiblement, il est statistiquement voué à l'échec. Totalement voué à l'échec. Ce sont les équipes et pas les individus isolés qui créent les succès massifs. Pourquoi ? Parce qu'un mec seul ne peut pas tout faire, pas seulement pour la charge de travail. C'est surtout structurel. Une entreprise qui innove va forcément devoir pivoter à un moment, changer de cap face au retour du marché. Et un fondateur seul, il a un angle mort cognitif énorme. Il s'enferme dans ses certitudes. C'est ça, alors qu'une équipe, avec des compétences complémentaires, et surtout une culture où on ose se contredire, elle a la résilience pour survivre à ces remises en question. D'accord. L'équipe est cruciale. Et on connaît tous la fameuse courbe en J des startups, tu sais, la grosse chute financière au début. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la différence énorme entre une PME classique et une entreprise axée sur l'innovation. Ah oui, c'est une démarcation vitale. Une PME, disons un restaurant, ça a une croissance linéaire. Si le resto veut doubler son chiffre d'affaires, il doit ouvrir un deuxième resto, embaucher 2 fois plus. Et doubler ses coûts, du coup. Exactement. Alors qu'une entreprise axée sur l'innovation, ou EA, elle fonctionne à l'envers. Elle demande des capitaux massifs au départ pour créer un logiciel ou un brevet. D'où la chute vertigineuse au début de la courbe. Mais l'avantage, c'est qu'ensuite, le coût de production de la millième copie est quasiment nul. Voilà, c'est la croissance exponentielle. Mais pour atteindre ce sommet, il faut déjà démarrer. C'est ce que la méthode appelle l'étape 0. Et il y a 3 déclencheurs pour se lancer. Je crois qu'il y a la découverte technologique d'un côté et l'idée géniale pour résoudre un problème de l'autre, non ? C'est ça. Mais le 3e déclencheur est super intéressant. C'est juste la passion. Et ça m'a vraiment surprise. Comment une simple passion pour un sujet peut rivaliser avec un brevet high-tech ? En fait, le premier facteur d'échec d'une start-up, c'est l'abandon des fondateurs. C'est d'une brutalité inouïe de créer une boîte sur 7 ou 10 ans. Ah, donc si on est motivé que par l'argent ou une opportunité froide, on craque. Complètement. À la première crise, l'équipe lâche l'affaire. Par contre, si t'es obsédé par l'éducation ou l'écologie, cette passion, c'est ton carburant pour chercher inlassablement le vrai problème du client. Super clair. Alors, admettons qu'on a l'équipe et la passion. Vient l'étape du choix du marché. Et là, c'est hyper contre-intuitif. Mon instinct de survie, si je crée un outil révolutionnaire, c'est de le vendre à tout le monde. Aux hôpitaux, aux facs, aux entreprises. Pourquoi la méthode dit que c'est un piège mortel ? C'est de la stratégie militaire pure. On appelle ça le marché tête de pont. Une jeune boîte, elle n'a aucune ressource. Si elle attaque 3 marchés en même temps, elle dilue son budget, elle fait un produit moyen pour plaire à tout le monde. Et les commerciaux ne savent plus à qui parler. Exact. Le but, c'est de calculer la taille du marché accessible, mais de manière chirurgicale. Il faut une niche d'utilisateurs tellement précise qu'ils se connaissent entre eux et achètent de la même façon. Pour créer une sorte de contagion virale, quoi. Et il y a cet exemple génial dans l'analyse, le projet étudiant Lifetime Supply. Leur cible, c'était d'une précision folle. Ils l'appelaient Ted le Trader. Ted le Trader, ouais. Un cas d'école, un jeune loup de la finance, haut revenu, mais qui subit une pression de dingue et qui déteste la logistique. Et son besoin, c'était pas d'avoir des chaussettes super stylées. Le gars voulait juste payer pour que des chaussettes de sport blanches apparaissent toutes seules dans son tiroir pour le reste de sa vie. Sans jamais aller dans un magasin. Et l'équipe a ignoré tout le reste de l'humanité pour créer une infrastructure juste pour Ted. C'est fou de se restreindre à ce point. Mais c'est vital. En dominant ce petit marché, ils ont gagné 3 trucs. De la trésorerie, des références clients et une équipe qui sait livrer un produit parfait.
Et c'est seulement après qu'ils peuvent vendre des t-shirts à TED ou attaquer d'autres marchés. Exactement. La spécificité, c'est la survie. Mais du coup, il y a un problème de comportement humain là-dedans. Sur le papier, Ted le trader est parfait. Mais dans la vraie vie, comment être sûr qu'il va vraiment acheter? C'est pour ça qu'il ne faut jamais se contenter de décrire le produit. Il faut cartographier le cas d'utilisation du cycle de vie complet. Oula, c'est un peu technique comme terme. En gros, c'est la chronologie absolue du client. Comment il découvre le problème, comment il évalue la solution, qui paie, comment on l'installe et surtout comment on gère la première panne. Ah oui, on détaille vraiment tout. Ça me fait penser au projet Satisfyer, une appli étudiante pour donner son avis sur les repas à la cantine de la fac. Très bon exemple. Sur le papier, c'est simple, l'étudiant télécharge l'appli, mange et émet 5 étoiles. Sauf que la cartographie a révélé que ça ne marcherait jamais. Bah non, parce qu'aucun étudiant ne va sortir son téléphone après manger juste pour faire ça. La friction physique était trop forte. C'est ça. Du coup, ils ont dû penser à l'environnement. Les sorties bruyantes, la précipitation pour aller en cours. La solution, c'était pas de coder une meilleure appli, c'était de mettre des immenses affiches avec des QR codes près des poubelles. Voilà. L'étudiant scanne en marchant. Sans cette cartographie physique, le produit était mort. Et cette précision, ça permet ensuite de formuler une proposition de valeur quantifiée. C'est-à-dire? Prouver la valeur avec des chiffres. Oui, Quand tu vas vendre Satisfy au directeur de la fac, tu ne parles pas de code, tu compares l'avant et l'après. Avant, tu découvres à la fin de l'année que le menu est détesté, tu as jeté des tonnes de nourriture. Après, tu as la donnée à 13 heures, le jour même, tu ajustes les commandes du lendemain et tu économises tant d'euros par semaine. c'est factuel, aucune place pour le baratin commercial, c'est limpide. Bon, changeons d'échelle. Notre marché est dominé, l'argent rentre, le danger, c'est les copieurs. Comment on empêche un géant de la tech d'écraser notre petite boîte ATO? Il faut construire ce que la méthode appelle un noyau dur. C'est ton actif stratégique profond. Et attention, ce n'est pas juste un bon marketing ou un joli design, ça se copie en 2 mois. Il faut une vraie forteresse, genre Sensible Technologies. Eux, leur noyau dur, c'était un brevet ultra complexe en robotique, le PHOM. Exactement, une interface haptique qui simule le toucher en réalité virtuelle. Pour les copier, il fallait refaire des années de recherche fondamentale. C'est une barrière mathématique. Et légal, avec les brevets, mais il y a d'autres noyaux durs possibles, non? Bien sûr, l'effet de réseau par exemple. Plus il y a d'utilisateurs sur une marketplace, plus elle a de la valeur et plus c'est dur pour un concurrent de la rattraper. Ou même un service client tellement incroyable que personne ne se désabonne. D'accord. Ce qui nous amène au nerf de la guerre, l'argent. J'ai vu tellement de créateurs passer des années sur leurs produits en espérant que la croissance des utilisateurs amènerait magiquement la rentabilité. C'est un biais cognitif effrayant. Ils confondent souvent le modèle économique et la structure de prix. Et cette confusion est fatale. Quelle est la différence fondamentale, du coup? Le modèle économique, c'est la tuyauterie de ton entreprise. Comment tu extrais la valeur? C'est un abonnement mensuel? Tu vends du matériel à prix coûtant pour te rattraper sur les recharges? Ça, c'est rigide. Ça définit toute la structure de tes équipes et c'est hyper douloureux d'en changer plus tard. Ah oui, passer des grosses licences annuelles à des petits abonnements mensuels, ça détruit la trésorerie et les commerciaux se barrent. Voilà. Alors que le prix, la tarification, c'est juste le chiffre que tu mets dans cette tuyauterie. C'est malléable. Tu peux faire des promos, des paliers premium. Et d'ailleurs, il y a une règle absolue à retenir. Laquelle? La gratuité n'est pas un modèle économique. Attends, je fais l'avocat du diable là. Et les réseaux sociaux? C'est gratuit, ils ont conquis le monde. C'est une illusion d'optique. Dans un réseau social gratuit, tu n'es pas le client. Tu es la matière première. Ah, la fameuse phrase « si c'est gratuit, c'est vous le produit C'est exactement ça. Leur vrai modèle économique, c'est la régie publicitaire et la vente de notre attention. Si tu offres ton produit sans avoir pensé à la monétisation en arrière-plan, bah tu fais de la philanthropie, pas du business. ». C'est brutal, mais très vrai. Allez, on arrive au dernier grand piège de cette méthodologie, le syndrome de la chambre d'écho. Les fondateurs bossent sur leur fichier Excel, tout est parfait, et ils finissent par croire que leurs hypothèses sont des vérités absolues. C'est super dangereux. Et la seule façon d'en sortir, c'est la méthode scientifique. L'empirisme. Tu dois lister toutes tes hypothèses. Genre, les clients liront ceci, ça coûtera tant à fabriquer. Et il faut trouver la plus critique, celle qui tue la boîte si elle est fausse. Voilà. Et la tester le plus vite possible, pour presque rien, avant même de coder quoi que ce soit. Ça me rappelle l'histoire de Julia He avec l'Arc Technologies. Elle développait un réveil silencieux, un bracelet qui vibre pour réveiller une personne sans déranger son conjoint. L'hypothèse critique, c'était quoi alors? Est-ce que les gens accepteront de dormir avec un gros machin inconnu au poignet?
Et pour vérifier, elle n'a pas payé un cabinet de sondage. Elle a monté une table pliante en plein milieu du campus du MIT le jour de la remise des diplômes. Elle était au charbon. Grave, elle a essayé de prévendre le truc en face à face. Elle s'est pris les objections, le scepticisme physique des passants en direct. C'est ça le test empirique, l'action non filtrée pour valider ton idée avant de brûler des millions. La grande leçon, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas un sport de laboratoire. Tu dois te confronter brutalement au vrai comportement d'achat. La méthode te dit quoi tester, mais le courage d'aller te prendre des refus sur un campus, ça, c'est toi. C'est une super synthèse. Au final, bâtir une entreprise d'innovation, ça demande la passion du départ, bien sûr, mais surtout une rigueur presque clinique. Faut avoir le cran d'ignorer 99% du marché pour servir juste son TED, le trader. Et l'honnêteté de structurer ses revenus sans se cacher derrière le tout gratuit. Je trouve ça hyper rassurant, en fait, de voir que l'innovation est démocratisée par cette méthode. Ça casse le mythe du génie intouchable. Ça ne garantit pas le succès à 100%, hein. Le marché reste incertain. Mais ça garantit que tes erreurs seront utiles et pas des plantages monumentaux évitables. Absolument. D'ailleurs, ça me laisse avec une réflexion beaucoup plus large pour clôturer cette plongée. On a beaucoup parlé de logiciels et de chaussettes aujourd'hui. Mais imaginez qu'on prenne cette discipline en 24 étapes et qu'on l'applique en dehors du monde des startups. C'est-à-dire, Eh bien, utiliser cette ingénierie de la résolution de problèmes pour concevoir des solutions face au changement climatique ou pour réinventer nos hôpitaux. Si cette méthode scientifique permet de bâtir des forteresses technologiques, elle est peut-être, en elle-même, l'innovation la plus puissante qu'on ait à notre disposition pour régler les grandes crises mondiales. c'est une excellente question ouverte pour ceux qui nous écoutent. Une vraie matière à réflexion. Merci de m'avoir accompagné dans cette analyse fascinante et à la prochaine pour une nouvelle exploration.